Quand doit venir, et Clive. Au demeurant, l'atmosphère de Monsieur H ne manque pas de guette. On a proposé à Quentin un poste de dessinateur à Dorking. C'est toujours mieux que Garcon du Ferme. L'école de Phil de Lewis se trouve derrière la maison d'Anne de Club. Vaste lieu car elle est propre et plein de cris. La directrice 13 est une femme d'une taille imposante, impeccable. Personne ne sait que nous existons, dit-elle. Je US. Oh, toutes sortes d'œuvres littéraires en vue de mon livre. Pas de réponse de David ni du Harper's Bazaar. Et les lettres des telles que je n'ai toujours pas lues. Mon Dieu. Dimanche 26 janvier, la lutte engage contre la dépression intéresse le rejet par le Harper's de mon histoire et l'enterrie. Je l'ai remporté aujourd'hui, je l'espère, en faisant du rangement dans la cuisine, en envoyant un article. Orgal à mon sens, ONSEN, et en prenant 2 jours sur PH pour travailler, probablement, à mes mémoires. Frédéric James Cox, 1865-1955, entra à la bibliothèque de Londres avant que BNB ne t'y tenait. Il devint le gardien par qui il fallait inévitablement passer pour avoir accès à la bibliothèque et à ses trésors. Épidiascope, appareil de projection permettant de reproduire l'image d'un document par réflexion ou par transparence. VW avait persuadé Angelica de faire un expose, accompagne d'illustrations sur le tome d'utilisateur, devant le Rodmel Women's Institute le 21 janvier. Olivier Strachet, y inclut retire des affaires, Fort Apple pour collaborer en service de cryptographique du ministère de la Guerre à Woburn, dans le Bedfordshire. Il logeait chez l'habitant. Vanessa l'amena à Montselspool le 17 janvier. VW avait probablement essayé d'emprunter au Meillic Yacock, d'Elisabeth, la directrice de l'école de Lily de Soudové, pour la conférence d'Angelica. Le bureau de Londres d'Oïdopes Bazar et Ville de 1 janvier pour lire Title New York ne voulait pas de délégation, zéro le Lexo, mais, il demande si vous de publier quelque chose, et les 2 manuscrits de W. Jules furent renvois. Quasios, idée pour ces lettres d'indication, présentablement redige par LW, Volt VW, un LD, VI, I3, I8 et 3.88T, et l'enterri par Urdan I, N, S, du 8 février 1941. De le Cassier Lombadier après 6, 5 litres milito et dans l'Itilien Lost Militer Story, KPA 28 et 30. La vie à Rodmel des muses insignifiantes. Les dinars en est humide, et tout en désordre. Mais il n'y a pas d'autre choix. Et puis les jours vont rallonger. Ce dont j'ai besoin, c'est que rejaillisse l'ancienne source. Votre véritable vie, comme la mienne. Un petit aide l'esprit ne faut cependant pas oublier que les idées ne s'étirent pas à la pompe. Je commença de tester l'introspection. Sommeil et nonchalance. Musarder, lire, faire la cuisine, rouler à bicyclette, et un bon livre bien dur et un peu rocailleux, par exemple Herberfissé. Voilà c'est que je me prescris. Nous allons passer 2 jours à Cambridge. Je me suis surprise à faire une courte des vies de mes amis, Elan, assistant, privé d'eau, Adrien et Karine, Olivier à Bedford. Eh bien, dans mon addition, la proportion de bonheur est sensiblement plus élevée. La guerre marque un temps d'arrêt. 6 nuits sans bombardement. Pourtant, Garvin dit que la grande bataille est pour bientôt, d'ici 3 semaines environ, et que chacun de nous, hommes, femmes, chiens, chats, et même chair en con, doit tenir solidement à main ses bras, sa confiance et tout ce qui s'ensuit. 15. C'est l'heure froide, celle qui précède le retour de la lumière. Quelques perce-neige dans le jardin. Et oui, me disais-je en moi-même, nous vivons sans avenir. C'est cela qui est étrange, d'avoir le nez collé contre une porte close. Et maintenant je vais écrire, muni d'une plume neuve, à Annie Jones, vendredi 7 février. Pourquoi étais-je déprimé? Je n'arrive pas à m'en souvenir. Sommes à le voir Charlie Chaplin. Comme la jeune fille qui apporte le lait, nous avons trop le vif ennuyeux. J'écris cet ancien avec une assez belle ardeur. Il faut que je termine ici Strat 2 avant notre départ pour Cambridge. Une semaine de grosse mer en perspective. Cambridge, puis Elisabeth Beaumont, puis Vita, et Amy Jones, elle en m'a remboursé 25 livres. L'aime-je davantage pour autant? Je crois que oui. La neige a refait son apparition. Le marais, avec le de gel, et gorge d'eau. Sommes à Londres, le 5 février, et avons désiré rentrer, à cause d'une bombe, par Dorking.
Nous avions Lesloto chez Martin, le garagiste, et avons Dino Whiteard, d'un maigre potage et de queue de béœuf. Les rues de Londres sont quasi désertes. Oxford Street, un large ruban gris. Je me suis fait voler mon porte-monnaie rouge, et elle m'en a offert un autre. À Charleston, Cliff m'est apparu un peu en pâte comme tous les belles. Nessa a pris un fameux risque en le poussant et je dis. Les sites web tâchent de prouver aux juges qu'ils existent tiennent en tant que pot 3. Voilà qui est odieux mais cocasse. Quoi d'autre? Clan est réapparu aujourd'hui dans le NSN dans un article Sign est paru Clan l'observé du 26 janvier 1941. Son reclacteur en chef, J.L. Garvin, écrivait. J'ai tout de dit que les instruments d'acier de l'orchestre s'apprêtent en jouer fortissimo. Chacun d'entre nous, homme ou femme, se doit de prendre conscience que le drain de notre vie va inéluctablement et la tête typique. Voir VW, tel été. VI, numéro 3684. La lettre de VW à l'écrivain Eddie Bagnol, Lady Jones, 1889. 1981, qui vivait à Roding-Déan, l'invitant à déjeuner avec Vita Saint-Gilles-Ouest le 18 février, fait écrit par me garde G vendredi 7 janvier. Les Wolfall renvoient le dictateur de Charlie Chaplin à l'eau, la critique par VW de Estéline Chupio, ZZI, Missistral, 1941, du grand érudit américain J. Clifford, Tuna dans le NSN du 8 mars 1941. Dans sa critique et édite Sitwell Santon panique dans Reynolds News du 11 février 1940, Hamilton Phillips élevait comme l'engouement injustifié pour les Sitwell dans les années 1920 et concluait, aujourd'hui, il y a eu raison d'eux. À l'issue du procès en diffamation intense par les Sitwell contre le journal, qui eut lieu le 5 février 1941, le juge Cassels accorda à chacun des Sitwell 350 livres de dons images et intérêts Zanin, Invasion et PR, paru pour la 3e discernelle de mars. C'est maintenant l'heure de l'extinction des feux, et peut être fait jeudi si scientifique Ravéry. Non, je vais pas y lire. Mais quoi, on se faut que je me remette à mes Elisabotins. Le mardi 11 février, les Wolves se rendirent en voiture à Londres dans la matinée et BR le train à la Pérez midi pour Cambridge descendirent au l'hôtel et allèrent rendre visite. À Pérez dîner, à Bemel Strachet à Dignam College. Le lendemain matin, ils allèrent voir la Hogarth Press, entreposée, pour la période de la guerre, dans les baux de la Garden City Press à Letchworth. Puis revinrent à Cambridge pour dîner avec Daddy Ryland. Ils rentreront chez eux en repassant par Londres le 13 février. Dimanche 6 février, nous voilà au milieu de l'eau grise et sauvage à Pérez, le tourbillon de la semaine dernière. C'est le dîner avec Daddy que j'ai apprécié le plus. Très sadique d'un bout à l'autre et intime. J'aime la nuit grise et feutrée à Dignam. Nous avons trouvé Bemel dans sa salle de réception, haut de plafondé, parfaitement lustrée et spectaculaire. Elle était vêtue de rouge et de noir de mica. Nous nous sommes assis devant un flamboyant feu de bois. Conversation curieuse et variée. Elle quitte son poste l'année prochaine. À Letchworth ensuite. Les esclaves enchaînent à leur clavier, les visages crispés fixes, et les machines toujours plus performantes, capables de plier, presser, coller, et de produire des livres parfaits. Elles arrivent même à estamper la toile pour imiter le cuir. Notre presse est à l'étage, enfermée dans une cage vitrée. Pas de campagne à admirer. D'interminables trajets en train. Reps frugaux. Pas de beurre, pas de confiture. Les vieux couples se resservent la marmelade et les biscuits au raisin pour leur propre table. Conversation à demi murmurée autour de la cheminée du salon. Ed Bolan est arrivé 2 heures à Pérez notre retour, et il est reparti hier. Demain, Vita, puis ce sera Amy Jones, à Pérez quoi peut être regagnerai je l'une de mes vies supérieures. Mais nous n'en sommes pas encore là. Mercredi 2 février ma vie supérieure est presque exclusivement occupée par ma pisse Elisabeth. Et termine Pointe Saul, la parade, la piste que j'ai finalement intitulée Entre les actes, ce matin 4. Flora et Molly viennent de partir à l'instant. Et Yen vient à me demander, par cette amère journée de printemps ensoleillée, pourquoi ne sont-elles venues, hier, dans les toilettes pour dames du Sussex Grill à Brighton. J'ai entendu ceci, c'est une petite sainte nitouche, jolie de test. Et d'ailleurs, lui n'a jamais aimé les femmes grosses, passant hyper, 011 a des yeux tellement bleus, on dirait de lac bleu. J'ai aussi eu et sont les yeux pareils plus les deux, Sainte-Plaine, elle allait dans le jeu roman espacé.
Lui a de merveilleuses dents blanches, on sait toujours être comme ça. C'est amusant que les girons soient, mais, s'il ne fait pas plus attention, il risque la cour martiale 4. VW Denice et ses moments la between de acte. Barletto, Scli, T. W. Ces deux demoiselles un peu vulgaires se poudraient et se peintureraient le visage, pendant que moi, assise là, derrière une porte peu épaisse, je tâchais de faire le moins de bruit possible. Et puis j'ai vu une grosse dame bien habillée, portant casquette de chasseur rouge, collier de perles et jupe à carreaux, consommait de riches pâtisseries. Sa prote chichement vêtue, sans pivier elle aussi. En face, la camionnette de chez Hudson versait sa cargaison de biscuits. La grosse dame avait un visage inquiétant, en forme de grand nick fin blanc. Celui de la seconde semblait avoir être le je remonterie. Elles avalaient gâteau style gâteau. Elle parlait de Mary. Mais, si elle tombe gravement malade, il faudra bien que tu ailles la voir. Tu es la seule personne, mais pourquoi est-ce qu'elle tomberait malade? J'ai ouvert un pot de marmelade mais John n'aime pas cela. Et puis nous avons maintenant 2 livres de biscuits rangés dans la boîte en fer à l'étage. Il y avait chez elle quelque chose, une odeur, une impression de toque, qui faisait penser à des parasites. Elles firent ensuite le compte des gâteaux qu'elles avaient ingurgités. Et puis échangeront quelques mots de politesse avec la serveuse que donne provenir cet argent qui sert à engraisser ces grosses fainéantes d'amal. Brickton est un repère de tir au flanc. C'est pomponné, c'est poudré, ces femmes à rien d'inconvenante. Je leur assignai comme résidence un grand immeuble de Sussex Square. Nous étions à bicyclette. Irrite, comme à l'accoutumée, de voir l'outrage fait à PSE avant. Elle en est passée à côte. Je veux dire de la maison qu'Annie et moi lui avions trouvée, le jour où Annie a 2 jeunes ici avec Vita. Moi, je me sentais terriblement de brailler mais, somme toute, de tendue, tandis qu'elle était nerveuse et susceptible. Cela fait-il Smith que nous ne sommes à nous promener, à conçu du Montdol les jours. Et je sens m'en mettre comme un bouillonnement. Quelques cases vides aussi. La nourriture tout mal l'obsession. Je rechignai à me de partir d'une brioche aux épices. Étrange. Est-ce là je viens la guerre? Peu importe. L'aventure. Donner de la consistance à un récit. Pourrais-je jamais écrire encore une de ces phrases qui me procurent un plaisir intense? Il n'y a pas d'échoua à Rodman. Seulement de l'air stérile. J'épasse mon intérêt midi à l'école, à marbrer du papier. Cissé, a dit, il n'y a aucune peine chez ces enfants-là. Par petit londonien, reprenant ainsi les propos que j'avais tenus à Pérez cette longue et languissante réunion chez Chavas. Ces gens n'ont aucune vie, de sorte qu'ils se raccrochent à nous. Voilà ma conclusion. La rencontre de notre rang social, c'est cet incommensurable ennui. Samedi 8 mars, revenons à l'instant de la conférence de Ella Brighton. On aurait dit une ville étrangère. Première journée de printemps. Les femmes assises tirent des balles, et aperculent un ravissant chapeau d'âme un salon de deux. C'est fou comme la mode réveille le regard. Des vieilles dames incrustées d'écailles, fardées, parées et cadavriques, dans le salon de deux. La serveuse portait une robe en Vichy. Non, je n'ai nullement l'intention de la livrer à une introspection, je donne simplement ces mots de Henry James. Observez inlassablement, observez les mavides petits parents que les Britanniques mangent en général à l'heure du grillé beurre 5 élan réavait, ici quitté la liaison d'Alcis Pontéchité il avait etc. requisitionné par l'armée, et BW tentait de lui trouver une solution de remplacement. ELK va prendre et de immondes le 22 février. LW Donatine Conréance, le vent la WEA Saint-le-Domaine. Le bon set dans l'histoire promise de la vieillesse. Observez la cupidite. Observez mon propre de courage non. De cette faune, lui devient utile du moment je lise pour deux. Je tiens absolument à utiliser au mieux ce temps-ci. Et, quand je périrai, cesser serai avec tous mes pavillons de ploie. Cela, je m'en rends compte, frise l'introspection, mais n'y sombre pas complètement. Supposons que j'achète un billet d'entrée permanent au musée et que je m'y rende tous les jours à bicyclette pour y lire de l'histoire. Supposons que je sélectionne, dans chaque époque, un personnage de premier plan et que j'écrive sur et autour de lui. Il est crucial d'avoir une occupation. Mais je m'aperçois, non sans plaisir, qu'il est 7 heures, et qu'il me faut préparer à dîner. Haddock et saucisse au menu. C'est vrai, je crois que l'on acquiert une certaine maîtrise sur la saucisse et la merluchant les couchant sur le papier. J'ai analysé hier soir devant elle mon complexe vis-à-vis de la
Bibliothèque de Londres. Cette terreur soudaine qui m'avait envahi a disparu. À présent, je suis tiraillé par l'invitation à déjeuner de H. Hamilton que j'ai refusée. Afin de rétablir l'équilibre de la balance, j'ai écrit à Stefan et à Tom, et je vais écrire à Ethel pour m'inviter chez elle, et ensuite à Miss Sharp 3 qui m'a offert un bouquet de violettes. Cela pour me consoler du spectacle d'Oxford Street et de Piccadilly dont je suis privé et qui me hante. Oh, Seigneur! Oui, je viendrai à bout de cette morosite. Il suffit pour cela de somnoler en gardant les yeux ouverts pour l'instant, US sont grands ouverts et de laisser venir les choses les unes intéressent les autres. Et maintenant, que j'aille préparer la berluche, la vie à Monsieur H continua à un rythme en apparence ralenti et monotone, ponctué de visibles heures du de Angelique et Bunny, les Chasson et Mrs. Hamilton, Octavia Wilber's, marquis par les conférences de LW, les courses, la préparation des repas et des alertes. Le 14 mars, VW et LW seront en train dès Londres US passeront la journée. Ils déjeuneront à Westminster avec John Lehman qui apprit que VW venait d'achever un nouveau roman, Entre les actes. Le 20 mars, elle lui envoya le manuscrit dactylographie accompagne d'une lettre très négative. À l'ELK lui demandait de décider lui-même si le roman valait la peine d'être publié, car Léonard et elle avaient des avis divergents sur la question. Elle-même trouvant le livre faibli insuffisamment fouille, le 18 mars, LW avait remarqué que VW n'allait pas bien. Le 20, Vanessa va prendre le thé, manifestement inquiète de l'état de santé de sa sœur, lui écrivit dès son retour chez elle, pour la supplier d'être raisonnable et d'écouter ses conseils ainsi que ceux de elle dans sa réponse et Vanessa, écrite probablement le 23 mars, W reconnaît que Sephora a recommencé au cours des dernières semaines, et explique qu'elle est persuadée de redevenir folique et que, cette fois, ELK ne s'en remettra pas, VW, de l'été, vit, le 3708. C'est ces jours-là, RM dimanche, et Wolfram rend visite à Mrs. Chavas au village. Le lendemain, alors que VW écrit pour la dernière fois dans son journal, Léonard note dans le sien, fait le génieux conférant Rich Jameso. Dans le livre de Desmond McCarthy, Portrait, 1931, on savait de créer la spirale de la dépression qu'une maladie nerveuse l'avait ressenimenti contraint, et valait, et cependant ses cellules salutaires, un pour mon génie, ce à quoi y ajouta. Pas un instant ne cessez d'observer tout cessez qui vous arrive. La lettre de VW à Stefan Spenders Doltetris car numéro 3787 de VW de l'été, VI, daté ici par erreur de 1940. C'est l'eau adressée à PS et Biopon le numéro 3698. Or c'est l'eau adressée à Ethel Smith, Yaen, laquelle VW s'invite à passer une nuit en avril, l'AI 3699 DRT 6e d'Audisoir, Rachel 10 Sharp, voire plus haut, 29 octobre 1940, note 15. Assista à la conférence de LW à Brighton renvoie site CC sujet de lettres, enthousiaste titre VW, MHP Sussex. Lundi 24 mars et la veille, un visage, un nez pareil au duc de Wellington, des dents de cheval et des yeux exorbités et froids. Lorsque nous sommes arrivés, elle était perchée sur un trépied, son tricot à la main, une broche en forme de fiche fermait son col. Et il ne s'était pas écoulé 5 minutes que, déjà, elle nous avait raconté que deux de ses fils avaient été tués à la guerre. Cela, pensait-on, était tout à son honneur. Elle donnait des leçons de couture. Tout dans la pièce était d'un brun rougeâtre et lustre. Assise là, j'ai bien tenté d'émettre quelques amabilités. Mais elles sont grandes dans cette mer glacée qui nous se paraît. Et puis plus rien. Curieuse impression de bord de mer aujourd'hui. Cela me fait penser aux appartements le jour du grand fil de pique. Chacun s'arc-boutant, luttant contre le vent, saisi, réduit au silence, entièrement vide de sa chair. Quelque inventeux que celui-ci. Et Nessa et Abricton, tandis que, moi, j'essaie d'imaginer dans ma tête ce qui se passerait si on pouvait infuser les armes. L'histoire d'Octavia, ne pourrais-je pas la synthétiser, d'une fable ou d'une autre, la jeunesse anglaise en 1900. De longues lettres de Shana et d'où je me sens incapable de m'attaquer à cela et, pourtant, cela m'a fait plaisir de les recevoir. Elle est en train de tailler les rhododendrons. John Lehman avait écrit à VW une lettre enthousiaste à propos d'entre les actes, dont il avait déjà annoncé la parution pour le printemps par la Hogarth Press.
Mais le doute et la dépression gagnant du terrain, VW lui envoya une lettre d'excuse, lui expliquant qu'elle trouvait décidément le livre trop stupide et trivial, et qu'elle tenait à le reviser avant sa parution l'automne, VW, de l'été, VI, numéro 3709, 27 mars, LW, alarme par son état de santé morale et physique, et par les funestes symptômes de la dépression, persuada alors BW de voir Octavia Wilberforce, en médecin et en ami. C'est dans ce but qu'il la conduisit à Brighton le jeudi 27 mars. Le lendemain matin, Virginia se noya dans la rivière Ouse. Léonard retrouva sa canne sur la berge près du pont tournant de Sotéaz. On retrouva son cadavre quelques 3 semaines plus tard sur l'autre rive de la rivière. Son corps fut assis le 21 avril et Léonard enterra ses cendres sous l'un des grands ormes situés le long de vallées qui servaient de piste de boule. Dans le jardin de Monxos postface pour la 300e édition intégrale, Virginia Woolf a 15 ans lorsqu'elle écrit les premières lignes de ce qui sera son journal d'adolescence. En 1915, après de nombreuses interruptions, elle reprend la rédaction du journal jusqu'à sa mort en 1941. C'est dire combien, de l'incipit à la dernière entrée, le journal a évolué. Long texte qui accompagne la vie de son auteur dans une intime cohabitation qui confère à ces documents une dimension toute particulière. Il s'inscrit dans la création littéraire wolfienne au même titre que la fiction, les essais, les biographies ou les nouvelles. Les critiques ou biographes n'ont pas hésité à piocher dans les écrits intimes ou personnels de l'auteur pour étayer analyse ou portrait. Le journal s'est ainsi vu essentiellement utilisé comme lecture secondaire et non comme matière première. Ce texte semble pourtant constituer une œuvre à part entière qui n'existe pas pour elle-même. La publication en un volume unique des carnets, cahiers, classeurs qui composent le journal de Virginia Woolf contribue à lui donner une unité et lui rendre sa place au sein de l'œuvre wolfienne. Le journal est constitué de 30 volumes, carnets, cahiers d'écoliers ou classeurs. Virginia Woolf écrivait parfois sur des feuilles qu'elle reliait ensuite au carnet de l'année correspondante grâce à des agrafes, du papier collant, des coutures. Cette démarche correspond à sa volonté, très tôt exprimée, d'en faire un livre-objet qui annonce déjà son travail d'éditrice, couverture travaillée, reliure, inscription de l'année qui se fait titre. Le plus souvent, elle réservait une page par entrée, prenant soin de noter la date en amont. L'inscription de la date, au-delà du simple repère temporel qu'elle constitue, assertion du genre diaristique, correspond à une mise en espace et induit une spécialisation. Ceci peut prendre des formes très variées. Reflète une volonté de renouvellement, losange en ovale trace à la main, étiquette colle 6e C citoyen des larges pseudographes, s'ajoutant à des index, des calendriers, 12 janvier 1924, mai 1935, 10 janvier 1937, on a d'originales courbes de température, mars 1937. La diariste s'essayait parfois des mises en page proposant une nouvelle organisation du texte, dans l'espace de la page, divisant H-feuille en 3 partitions à 2 coupages horizontales. Elle cliquait ainsi la place à accorder et chaque clic est centré. Ces dispositifs relevant d'une ritualisation du quotidien dont la mise en scène de passe la synapse, le replique des événements ou impressions de la journée implique une reconstruction, un travail de mise en mots. N'étant pas destiné à publication, le journal n'offre pas de travail de réécriture de sa propre matière, les bifures sont presque libres. Le travail d'édition de ce texte en norme est à ce titre essentiel dans la mesure où il doit chercher à présenter ce qui fait la spécificité du journal. La nature kaléidoscopique des écritures du mois de Virginia Woolf les rend parfois difficiles à appréhender, fragments mobiles sur fond de jeu de miroir. Ces textes forment une image subtile, changeante et fragile, impression à laquelle contribue sans doute leur publication posthume et leur caractère inachevé. La dimension à la fois infiniment modeste et terriblement ambitieuse d'une telle démarche s'accompagne d'un double mouvement d'écriture, une écriture libre, le genre, sans autre contrainte que celle que la diariste choisit de s'imposer, et une écriture au quotidien incroyablement laborieuse. L'entreprise peut sembler vaine, pourquoi prendre la peine d'écrire chaque jour pour elle-même ce que la diariste sait déjà? Le paradoxe le plus grand sans doute, et qui découle du premier, est qu'une écriture pour soi, à la fois intime et inscrite dans le quotidien, le banal, l'ordinaire, en deviennent extraordinaire et démesuré.
Le journal revêt un caractère spontané, s'inscrit dans la quotidienneté la continuité. On n'observe pas l'effort de recul, de distanciation qu'impose l'autobiographie, mais bien au contraire une libère de l'écriture au jour le jour. Virginia Woolf n'hésite pas à reporter son rendez-vous avec le journal si le temps ou l'envie lui manque. Un minimum de disponibilité s'impose de sorte qu'on la sent parfois pressée, mesurant les minutes qui lui sont imparties. L'écriture du journal intime pourrait sembler souvent secondaire par rapport aux autres écrits, mais elle présente au contraire une intertextualité extrêmement riche. Le journal sert pour des indications purement matérielles, depuis les problèmes de fuite d'eau jusqu'aux tips des repas, mais aussi pour des notes de travail, sorte d'aide. Mémoire à l'élaboration de théories de lecture ou d'écriture tout au long du texte figurent différentes réflexions constamment avancées de la promenade au phare ou des vagues. C'est précisément le caractère inéluctablement fragment du journal qui semble intéresser Virginia Woolf. Libre de toute contrainte, à l'occasion de certaines rencontres, elle évoque ses souvenirs d'enfance ou, au contraire, s'interroge quant à l'évolution de la situation internationale en 1939-1940. Le caractère parfois très ludique du journal où l'auteur note des anecdotes et brosse des croquis esquisses de son entourage le colore de tonalités supplémentaires. Virginia Woolf a, au cours d'une écriture quasi quotidienne, modélé un texte qui, depuis les lignes hésitantes de l'incipit jusqu'aux dernières lignes, met en mots des instants de vie. Ainsi le journal peut-il être de composant différents tableaux, reflet de sa diversité. La diariste aborde le journal sous des angles variés qui peuvent brouiller les pistes. Journal multiple, il demeure avant tout un livre en puissance, un livre modeste et ambitieux qui semble tracer des cercles concentriques autour de son auteur. Ce qui frappe probablement le plus est le caractère expérimental du journal, conçu comme un laboratoire, un atelier OA. Virginia Woolf de 15 à 59 ans, triture les mots pour s'essayer à tous les genres. Le journal atelier est porteur d'un genre nouveau, ce n'est plus le journal intime classique, ce n'est pas exactement le haut journal d'un écrivain qui commente, corrige son travail, ou analyse son rapport au travail. C'est celui de l'écrivain qui exerce sa plume. Sous ces termes génériques, le journal atelier est porteur d'une kyrielle de son genre. D'ANS le journal d'adolescence, Virginia Woolf s'essaie à la nouvelle, au journalisme et l'essai. Elle ne développe pas autant ce caractère expérimental dans les autres fourneaux, hormis quelques essais, en 1926 par exemple. Elle y écrit alors plusieurs paragraphes plus sournois indépendants les uns des autres auxquels elle donne des titres mais qui demeurent parties intégrantes du journal. Remel, 1926, Art et pensée, écrire sur des personnes vivantes. Mon propre cerveau, changement de proportion, art de second plan. Puis, le 15 septembre 1926, alors qu'elle ne renouvellera pas l'expérience, Virginia Woolf note, j'ai l'intention d'utiliser parfois ici la formule de la note. En voici une, par exemple, un état d'esprit me suis réveillé vers 3 heures à peu près, oh la voile 4 qui commence à s'approcher, cette horreur, ainsi apparaissent distinctement des textes qui peuvent avoir une portée autobiographique ou être lus de façon autonome. Comme le démontre la publication de la maison de Carlyle et autres esquisses, elle utilise ces supports comme un livre de bord d'écrivain où noter ses projets littéraires, ses réflexions sur son travail d'écriture, les idées de fiction naissantes, les critiques des journaux, les commentaires de ses amis sur son travail. Toutefois, cette utilisation du journal comme atelier d'écriture, laboratoire de projets littéraires, semble se placer dans le prolongement de l'utilisation que Virginia Woolf en faisait dans sa jeunesse. De même qu'elle se plaignait des problèmes liés à sa plume ou s'affligeait de son style dans le journal d'adolescence, elle laisse encore une place importante au métadiscours. Elle commande son rapport à l'écriture, son plaisir ou sa difficulté à écrire, à corriger les épreuves. Son journal lui permet à la fois de maintenir un lien permanent autre que la correspondance à l'écriture. Apparaissent des périodes de crise ou de doute, c'est par le biais du journal qu'elle reprend contact avec l'écriture, confère le 30 octobre 1936. Sa confiance en son talent fluctue sans cesse. L'écriture est omniprésente dans le journal qui se fait à leur laboratoire. Certaines idées, certains projets s'y sont évoqués ou semblent parfois naître de l'écriture même du journal.
Alors qu'elle se propose de tester sa capacité à écrire, entrée du 30 octobre 1936, Virginia Woolf, dans un mouvement rétrospectif de glisse, choisit de narrer la visite qu'elle avait rendue à Letty Colfax quelques jours plus tôt, le 27 octobre. GT épisode sera utilisé transforme dans Suis-je une snob, un mois plus tard dans le cadre du Memoir Club. Réunion des membres du Old Bloomsbury Oil est élue, à partir de 1920, de courts textes autobiographiques et des mémoires. Il semble que la possibilité d'utiliser ces récits germe aussi dans l'esprit de Virginia Woolf, qui, dès le 30 octobre, se pose d'emblée la possibilité de la narration. Ainsi, au milieu de son récit note-t-elle apparaisse le dialogue, essayant de la narration. Les projets de la traversée des apparences, 3 Guinées, les années, semblent sinon l'être, tout au moins apparaîtra à l'état encore embryonnaire dans le journal qui constitue le témoin de papier de l'émergence de la création. Depuis la jeunesse jusqu'au 1, y participaient non seulement Léonard Iberi, Neil Wolfe, Vanessa Cliff Bell, mais aussi Lytton Strachey, Desmond et Molly McCarthy, John Maynard Keynes, E.M. Forster, Roger Free 1111, 1532 et Ouest Face point final et aux d'autres liés à la publication. Le journal se fait feu chaud de la création littéraire de la diariste, qui note au sujet des années, j'ai recopié encore une fois les dernières pages. Je pense que j'ai amélioré la disposition. Bien d'éditer, c'est certaines choses essentielles restent à voir. La sangle de la neige, par exemple. Et, je le crame, bon nombre de passages que je n'ai pas affronte. Mais je conserve mon impression que tout est exprime. Ce n'est plus qu'à faire de métier et non de création. 7 janvier 1936, ou encore, je me demande si quelqu'un a jamais autant souffert pour écrire un livre que je l'ai fait, moi, pour écrire les années. 10 fois qu'il aura paru, je ne le regarderai plus jamais. C'est comme un interminable accouchement et je pense à ses dettes. Chaque matin un mal de tête, et moi en chemise de nuit, qui me force à entrer dans cette pièce et qui doit m'étendre à Pérez une page, et toujours la certitude d'un échec. Ne plus jamais écrire un gros livre. Pourtant je crois que le créerait d'autres romans encore, que des se comprendre forme, 10 novembre 1936. Le journal semble à de rares occasions être le brouillon de certains textes. Elle consacre une partie de l'entrée du 26 janvier 1940 à la biographie de Roger Free. On peut rioter que l'avant-texte de la biographie venue se richer au sein du journal est particulièrement rature alors que le journal ne présente que d'exceptionnelles bifures. 26 janvier 1940. Commentaire sur ses propres productions elle se place en lectrice d'elle-même. Critique relativement détaillée et précise des œuvres de ses contemporains ou prédécesseurs. Simple évocation d'articles à écrire pour le Times Literary Supplement et autres journaux, et petite liste de livres lus ou à lire, le journal est aussi celui de la lectrice Wolf. Ce prose va du simple relevé de livres lus ou à lire à des remarques détaillées et approfondies. L'intertextualité est encore plus évidente quand Virginia Woolf cite des extraits de ses lectures du moment, confirme le 16 février 1930. Le journal de l'écrivain montre la difficulté à juger son propre travail au moment de la relecture avant publication. Dans la perspective d'ouvrir aux autres cet espace encore prive, cette relecture est souvent douloureuse, les sounds physiques apparaissent, et le texte traduit le malaise du corps qui fait face aux mots. Sensation me les héroïr la souffrance de la relecture le discute à l'autosatisfaction. Le journal de Virginia Woolf est aussi un journal d'écrivains qui se regardent écrire, se construit par l'écriture même. Dès les premières entrées du journal de jeunesse, Virginia Woolf met en scène l'écriture du journal et laisse une place considérable au métadiscours. Très souvent de procéatif, le commentaire de la diariste sur sa propre production la situe à la fois dans son rôle d'écrivain et de lectrice. Au flux du journal, Virginia Woolf poursuit une écriture autoréflexive qui le nourrit de ses doutes et ses remises en question. Mais s'il n'était pas écrit plus vite qu'on ne bande taper même avec la plus rapide des machines, si je m'arrêtais pour réfléchir, lui ne sera jamais écrit. Et c'est peut-être à l'avantage de rassembler accidentellement des sujets épars que j'aurais laissé de code si j'avais hésité, et qui sont les diamants du tas de poussière, peut-on lire le 20 janvier 1919 ou encore le 3 janvier 1922. Les feuilles blanches proliférant à la fin des cahiers de mon journal.
Et le 28 juillet 1939, j'ai retrouvé un calme provisoire en parcourant ces journaux depuis le début de l'année. Voilà donc un de ces usages possibles, on s'apaise. Pour cohérence me semble qu'il offre une perspective lorsqu'on se sent aux 36 ci-dessous. Le cerveau est en quelque sorte soulagé par sa lecture 114, 111, 111, 1, 1, 1, 11, 11. Si dans le journal d'un écrivain, sélection d'extraits du journal de Virginia Woolf, Leonard Woolf a su mettre en lumière le rapport à l'écriture de Woolf. Il a occulté les nombreuses facettes de ces textes multiples et complexes, comment ainsi son ancrage dans le quotidien. Par exemple, le journal demeure au flux des pages le support qui permet de tenir les comptes. Je fais des économies. Je suis résolu à ne faire aucune dépense. Je me souviens avoir acheté, il y a 11 ans de cela, pour 2 livres et 2 shillings de bocaux en verre. C'était jeter de l'argent par la fenêtre. Est-il difficile aujourd'hui de serrer les cordons de la bourse? Confirme le 9 janvier 1941. Le journal est le témoin de décisions importantes, achat de maison, de la haute gare presse, vente de livres, comme de simples dictées, additions effectuées dans la marge pour calculer une petite somme d'argent ou l'âge d'une personne confère le 15 décembre 1941. Ces chiffres sont les signes attendrissants de l'immersion du journal dans la vie, dans une spontanéité et une simplicité que seule l'écriture diaristique permet. Livre de comptes, le journal sait aussi se faire carnet de voyage, reflet de ses allées et venues entre Londres et Rodmel tout au long de sa vie d'adulte. Au-delà de la simple mention du lieu de rédaction, Virginia Woolf fait souvent un commentaire sur le voyage ou sur l'état dans lequel elle se trouve ensuite. Le journal intime est donc toujours dans les bagages de Virginia Woolf. Si elle n'a pas apporté avec elle le cahier en cours lors d'un séjour à l'étranger, elle y colle, lit ou les feuilles écrites sur place à son retour. Elle prend soin de noter les itinéraires, de façon linéaire ou non, avec la formidable création de calendriers autographes, avant ou après ses voyages. Les lieux même du quotidien semblent être des marqueurs aussi importants que la date dans la mesure où l'US influence l'écriture et le contenu même des journaux de manière déterminante, confirme le 8 avril 1918. 11. Ne s'agit pas de carnet de voyage avec des illustrations ou des souvenirs de grands voyageurs, car ces journaux n'y perdent jamais la dimension intime plus au personnel, voire anecdotique. Londres sous les bombes, la montée en puissance d'Hitler, les espoirs de paix, la peur croissante des bombardements dans le Sussex, à plusieurs reprises. Le journal de Virginia Woolf est marqué par le rythme de la guerre et les activités politiques de Leonard Woolf. On ne peut néanmoins le considérer comme un journal de guerre à part entière, mais sa présence vient contaminer le texte. Au-delà du récit factuel, je reste ici dans ma loge, apparaisse une part de boule, pour dire, quoi en cette soirée qui pourrait bien être notre dernière soirée de paix. Le bulletin de 9 heures va-t-il mettre un point final à nos vies? Oh, mon Dieu, tout le reste pour les 50 prochaines années, tout le monde écrit, j'imagine, à l'heure qu'il est, sur ce dernier jour, confirme le 28 août 1939. Toutefois, l'auteur maintient toujours un équilibre subtil entre le jeu des graphiques. Si qualifier le journal de Virginia Woolf de rôle météorologique peut sembler anecdotique, la diariste accorde pourtant une place extrêmement importante autant qu'il fait chaque jour. Elle commence dès le début de son premier cahier jusqu'au 9 janvier 1941, un vide. Tout est jaune, jellyfish, d'un blanc brillant, d'un bleu brillant. Et les ornes, rouges, je n'avais pas l'intention de décrire, une fois de plus, les collines sous la neige. Mais cela m'est venu tout seul. Elle se montre très sensible au temps, notant les variations de température, les changements de saison et les jeux de lumière dans le jardin. Ainsi le 2 octobre 1940, où ne ferais-je pas mieux de contempler le coucher du soleil plutôt que d'écrire ici, un rougeoiement au milieu du bleu, la meule de foin dans leur arrêt retient le flamboyant. Derrière moi, les pommes dans les arbres sont rouges, cette touche de lejeune, si proche du bavardage ou de la conversation, révèle des préoccupations plus sérieuses qu'il n'y paraît à l'image du journal dans la grande fluidité et l'apparente impression de facial et ne saurait cacher le caractère profond et littéraire. Enfin, l'humour, la capacité à esquisser en quelques phrases un portrait, tantôt cocasse, tal et touchant, de ces contemporains donne une saveur proche de la chronique à ce texte que l'on pourrait qualifier de journal mondain. La diariste aime faire le récit des soirées entrant en US,
des réceptions plus mondaines ou du de à la maison. C'est souvent l'occasion pour elle de faire le portrait de personnalité, de rapporter des bribes de conversation ou de noter les derniers gommages. Si l'on s'attache à l'adjectif qui le qualifie et le définit, il y apparaît que l'écriture du journal intime est une écriture pour soi, une écriture de soi à soi. Or le journal est contaminé par autrui à plusieurs niveaux. C'est l'intrusion même d'autrui qui peut surprendre dans le cadre de ses écritures dites intimes. Virginia Woolf a beau se déclarer profondément égotiste ou d'une insatiable curiosité à son propre égard, les hardies, la famine, les personnes croisées dans les rues de Londres tissent une trame au fil des pages du journal, celle d'un autrui. Personnage, formidable objet d'étude pour Woolf, contemplatrice et contemptrice d'autrui. Les tableaux, portraits ou études quasi sociologiques, lui permettent de poser son regard sur la société, se rapprochant presque des chroniques d'Addison. Tout ce petit monde participe du théâtre wolfien et fait donc partie intégrante du journal. La place d'autrui dans les écritures du moi soulève une question éthique. Peut-on faire d'autrui un personnage du récit et le livrer malgré lui, en faire de la chair un journal, à travers des indiscrétions, malveillance, le diariste entraîne ses proches dans l'aventure. La lettre d'une aide transformée en matériau diaristique pour être ensuite intégrée au journal et à un texte autobiographique lu à voix haute dans le cadre des rencontres du Mémoire Club du groupe Bloomsbury permet de mesurer le triple degré de perméabilité entre sphère privée et publique et souligne l'ambivalence des liens entre ces deux formes d'écriture chez Virginia Woolf. Sibylle Colfax, figure du journal et de Suis-je une snob, instant de vie, se trouve ainsi prise dans un véritable triangle textuel. Léonard Woolf compte parmi les personnes les plus représentées dans le texte. Il est omniprésent sous la forme OL, et ce dès le 2 janvier 1915. En ce sens, on peut dire que Léonard Woolf est le fantôme du journal. Il habite de sa longue silhouette qui s'active dans le jardin, de ses réflexions, de ses humeurs, de ses activités politiques, de sa présence pour Virginia Woolf. Tout semble note de ses faits et gestes et il est certainement le second personnage principal de ce texte. Présence absence elle s'œuvre dans le mouvement polyphonique du journal. Il est fort probable que Léonard avait accès au journal, comme ni le suggère ce projet rapidant et abandonne d'écrire le journal à quatre mains. L'idée est de laisser Léonard intervenir librement, confère le 8 octobre 1917. Il ne participera en fait pas à l'écriture du journal, à l'exception des 4 jours consécutifs en mars 1937, aussi Suis-je une snob des 30 octobre 1936, page 8209. Virginia Woolf dit plusieurs lois dans le journal en avoir lu quelques pages à Léonard, 8 octobre 1917, et à des membres de sa famille à Charleston, 21 décembre 1925. 1. Ces journaux a également servi de inacir premier au texte édit pour le Mémoire Club que 11111 M1, 11, 11 11, 1, 111 V, U, MCA, ISJJJ écrit 0 volt migraine. La présence de cet autre personnage principal se manifeste également par les références aux petites querelles du couple, 13 janvier 1915, au jeu des petits noms, 5 août 1917, 30 septembre 1931, aux tentatives de se rassurer mutuelle le nid. 19 janvier 1915. Virginia Woolf insiste régulièrement sur le couple forme avec Léonard Woolf, et notre manager s'y aussi, page 8289, qui s'inscrit dans la construction de soi et non dans sa dissolution. Virginia Woolf intègre autrui à son histoire, nourrie de ces êtres qui l'entourent, qui l'habitent. Le texte ressonne du ressaut complexe des voix auxeurs du journal woolfien. La polyphonie est présente à différents niveaux dans les écritures du moi. Le premier, le plus fréquent, est une appropriation de la voix d'autrui dans le style indirect. Le D2, une reformulation des voix au style direct, créant un effet de réel dans la mesure où la parole d'autrui semble à première vue restituée fidèlement, dans des dialogues souvent vivants et savoureux. Enfin, un troisième niveau apparaît, mode flagrant, mais troublant. Il s'agit d'une conversation textuelle complexe à laquelle Woolf procède dans son journal par l'intermédiaire du collage, dans son journal d'adolescence. Faut-il y voir une rare absence d'égocentrisme, un effacement volontaire, une réelle pudeur?
Cette position ne permet-elle pas au scripteur de se placer indirectement au centre du récit, confère le 18 février 1920. À travers le jeu des voix, la fragmentation plus que le simple dédoublement, Virginia Woolf s'approprie ainsi un peu des mots de chacun. Le journal qui, comme tous les textes autobiographiques wolfiens, fait la part belle aux autres, reste un support où Woolf exprime également son intérêt indéfectible pour sa personne, quand une je m'intéresse à moi-même, cf. le 2 avril 1937. Elle s'attarde sur son égotisme avec humour, à aucun moment ne semble absente hors du centre du texte, elle occupe le texte. Le jeu n'est-il alors un jeu de mots, une illusion ou une fiction? Peut-on designer la réalité à laquelle il renvoie? La complexité de la démarche des écritures du moi renvoie immanquablement l'auteur à son oscillation permanente entre la volonté de former un tout, d'être maîtresse de sa vie, 31 mai 1938, 22 juillet 1938, et le désir de ne pas simplifier en exprimant toutes les facettes de ce jeu. Le journal est en effet marqué par une volonté permanente de se rassembler, de se maîtriser, et surtout de se connaître. Le 16 janvier 1936, je note cela pour le cas où je me retrouverai dans le même état, apparaisse un autre livre. Nombre de biographies de Virginia Woolf mettent l'accent sur les oiseaux chantants en grec, sur le mal. Être qui se laisse voir dans le journal CC qui relève maintenant d'une espèce de folklore biographique wolfien. L'entreprise du journal étant précisément à l'opposé de cela. Elle y concilie chaque étape de relecture particulièrement douloureuse d'un livre avant publication. Elle note ces moments de désespoir pour pouvoir, par l'écriture, les deux passer. Comme la plupart des diaristes, elle n'écrit pas quand tout est merveilleux. Si Virginia Woolf traîne l'écriture du journal au sérieux, elle ne manque pas d'humour et, menant les théories de Henry James aux considérations domestiques, elle note, mais je m'aperçois, non sans plaisir, qu'il est 7 heures et qu'il me faut préparer à dîner. Haddock et saucisse au menu. C'est vrai, je crois que l'on acquiert une certaine maîtrise sur la saucisse et la éderluchant les couchant sur le papier, confère le 8 mars 1941. Dans l'écriture autobiographique, l'auteur peut y vivre sa vie à travers le prisme de réécriture, la recréer dans un étrange processus de mise en mots de lambeaux de soie. De morceaux choisis du temps passe l'année en permanence avec la notion d'écart. Le 1536 processus d'écriture wolfien passe par une suite d'étapes où écriture et lecture sont sans cesse mêlées. L'écriture devient liée de la mémoire, écriture, lecture, l'horreur et de la mémoire en s'œuvre. L'écriture constitue donc une forme de rendez-vous nécessaire qu'impose, par soi-même, avec la création, et avec soi-même, au-delà du moment privilégié que cela peut représenter pour Q, isolé du bruit des autres et du brouhaha de la vie. Cette dynamique de l'écriture qui engendre de l'écriture dans une forme d'auto-je est particulièrement palpable. Elle transparaît de surcroît dans les manuscrits y révélant un rapport physique à l'écriture, comme en atteste la fréquente mention des outils plume papier pour les laisser voir dans toute leur naturalité. L'écriture devient alors acte d'écrire. Il y arrive que Virginia Woolf se regarde écrire comme d'autres s'écoutent parler. Et il ne faut cependant pas y voir un narcissisme exacerbe mais plutôt une conception de l'écriture comme échappatoire. L'écriture la libère et la ravit à la vie tout à la fois, elle permet de s'extraire du quotidien en le transformant en matière textuelle. La contrainte de l'écriture diaristique est aussi d'ordre spatio-temporel, il faut disposer d'un coin de table, un espace à soi, et surtout accorder du temps à un texte qui semble pourtant mineur, l'aspect recréatif, avec l'idée que la forme apparaîtra d'elle-même, pour l'utiliser plus tard. En effet, ce qui caractérise l'écriture du journal est l'absence de recul par rapport aux événements rapporte, la quasi-instantanée entre le vécu et le nar. Les manuscrits des journaux portent rarement la trace de modification, et pour cause, c'est une certaine forme de désordre et de spontanéité qui prime. L'instantanéité séduisante de l'écriture journalière ne doit pas occulter une autre spécificité, la durée. Ce paramètre propre à l'écriture du journal intime se tend un processus d'accumulation et de rumination qui se met presque inévitablement en place. L'écriture met en relief ce métadiscours particulièrement pressant dans la mesure où le commentaire sur le processus de création fait partie intégrante du processus d'écriture diaristique. La solennité de l'entrée en écriture, le titre, la couverture, les dates, les lieux, souligne également à quel point il s'agit d'un genre contractuel.
C'est ainsi que les écritures du mois acquirant leur lettre de noblesse, l'engagement de l'auteur vis-à-vis de lui-même, et vis-à-vis du lecteur, est associé au récit de vie et à la volonté de se projeter au-delà de sa propre mort. La place de la mort dans le récit de vie wolffien marque l'inscription de celle-ci dans la démarche même de l'auteur et suggère une visée autodatographique des écritures du mois. Il ne s'agit pas de concevoir le haut récit de vie comme un récit de mort, mais d'affirmer le rôle de la mort dans le journal cet égard. L'approche wolffienne revolunétique est une esthétique de la démarche scripturale dans la mesure où entre en jeu le temps de l'écriture et le temps du récit. L'écriture n'est-elle pas en effet un pigeon dans la mesure où elle permet à la fois de s'en extraire et de s'en nourrir? Les activités les plus ordinaires, les plus banales qui soient, en tant qu'elles nourrissent le quotidien et, corrélativement, l'écriture du journal, tiennent une place prépondérante dans ce dernier. Ces riens apparemment négligeables sont en réalité un des moyens de mesurer le temps et de le représenter. Si le quotidien alimente le journal et lui confère une dimension temporelle propre, le transformant en une aide de temps narrato-émotive mêmes autant que spatio-temporel, il ne peut pas perdre de vue que l'écriture du journal nourrit elle. Même ce quotidien. Sa rédaction n'est-elle pas une des activités quotidiennes de Virginie Woolf à l'heure du On observe ainsi une mise en abîme du journal consacré à journal, écriture autoréflexive particulièrement caractéristique de ce genre littéraire. Le journal est un genre ancré dans le présent que parvient à rendre l'immédiate de l'écriture. La majorité des entrées donnent à voir un quotidien multiple et différentes strates spatio-temporelles cohabitent. L'entrée du dimanche 28 septembre 1919, pendant la grève, est particulièrement révélatrice de ce procédé. Se trouve en effet me laisse le temps historique, ou pas est le temps qui appartient déjà à l'histoire, celui de la grève, le temps du présent, du jour en question, les joies du jardinier, les plantes semées. Le présent qui s'enracine dans un passe-stress reason, l'examen de Léonard qui dure depuis une semaine, et les moments où l'on se projette dans l'avenir, le printemps prochain, durera 10 semaines. Mais cette projection appartient bel et bien au présent du 28 septembre 1919, la sortie des articles dans le TLS, la publication de nuit et jour, l'hésitation entre le vivre et l'écrire, la tentation d'y être au lieu de le décrire, page 279, interrogation au sujet de la date. La répétition dès aujourd'hui contribue également à cette impression de construction kaléidoscopique où les fragments réunis forment une image délicate et éphémère. Le texte se nourrit des activités quotidiennes, aussi anodines puissent-elles par art. Dans la mesure où l'auteur y consigne ses activités, ses impressions et ses réflexions, il y témoigne de l'importance accordée par Virginia Woolf à ces petits riens. Qu'il s'agisse donc de la cuisson du haddock ou du jardinage de Léonard, si la diariste choisit de relater ces micro-événements dans son journal, c'est bien qu'elle les perçoit non seulement comme suffisamment dignes d'intérêt pour être rapporte, mais aussi comme révélateurs sont les éléments d'un ensemble qui reste à reconstituer, ce à quoi le journal contribue, voire même susceptible d'avoir une incidence sur le futur. Virginia Woolf capture les fragments du quotidien comme les papillons qu'elle chassait enfant. Ces fragments existent par Rosinum, US porte en eux l'immensité des petits riens. Mais, une fois liés les uns aux autres par l'écriture diaristique, ils constituent alors les signes d'une présence au monde. C'est par eux qu'émerge, comme dans la fiction wolffienne, une émotion sensible, l'essence du quotidien. La somme de dictées s'accumule contribue autant à créer un effet de réel cas de gagé. De ces expériences une forme d'être la s'agit non seulement pour Virginia Woolf de mettre en place une esthétique de l'ordinaire mais aussi d'en capter l'essence. Frédéricant à cette Frédéricanisette et maître de conférence l'université de Valenciennes. Appéré savoir obtenu à l'autre diversité d'Ocan en master. F. en lit 4 radir comparé stir à Voel et Serraute, elle a soudain et de styrique journal et l'autobiographie, le Wolf, Virginia Woolf et les hectares de mois. Presse universitaire de la M, différente, 2007, sur la léonologie de Roland Barthes, le S, taille, devient le signifiant réalisme de réalisme, il se produit en F de réali, 1, Roland Barthes, l'F de R et un U, littérature R, Quality, Paris, Skull, 1982. Page 89, 1
Détail appendice 4 Virginia Woolf et 7 Société Florentine Factice en avril 1909. VW fit à ce jour à Florence en compagnie de Vanessa et Cliff Bell. Le carnet dans lequel elle consigne ses impressions, tant de ce voyage que d'autres voyages à l'étranger, en Corse en 1906, à Sienne et à Bureaux en 1908, à Florence en 1909, c'est perdu, mais une copie, dactylographiée, faite pour Léonard, se trouve parmi les Monxos papés, à la bibliothèque de l'Université du Sussex, qui a donné son autorisation pour l'impression de ce passage. Y éclaire les réactions de BF47, à l'annonce de la mort de Geoffrey Scott, voir journal, 21 août 1929, et à la lecture de la biographie d'Alice Meynell, voir journal, 2 septembre 1929. Aujourd'hui nous avons fait l'expérience d'une autre société. Nous avons de jeunes chez le critique d'art Bernard Berenson et sa femme, et Prile de chez Mrs. Rose. Craignant que la place ne me manque, la bougie coule d'une manière insupportable et le papier boit l'encre, je ne vais décrire que le pire, chez les vieilles dames distinguées, qui ont connu tout le monde évoqué dans l'indépendance, c'est qu'elles deviennent brusques et impérieuses sans avoir assez de vivacité d'esprit pour se faire pardonner leurs facons. Mrs. Rose habite une superbe villa, elle a fille de gens distincts, l'ami d'écrivain et l'original de la région. Elle vend ce qu'elle a sur ses murs. Elle est énergique, vigoureuse, vous fixe sans hésiter de son regard gris, comme si c'était un honneur de vous laisser occuper, ne F6 qu'un instant, son attention. Elle porte aux tête volumineuse, a une grande bouche, à la lèvre supérieure poilue. Ce genre de femme aime les hommes. Elle cultive un nombre de raisonnables de traditions. L'orgueil de la naissance, oui, GCM de Solé, mais assurément elle en a un autre, l'orgueil de ceux qui ont vécu parmi les esprits remarquables de l'époque. Un mot de la famille et Elsa Limosio, je ne sais pourquoi, mais ce type, enfin, ne m'attire pas beaucoup. Si vous êtes une jeune femme, cette latitude est possible, il faut la laisser prendre des airs de reine, avec un petit rien de maternel. Elle vous invite à venir vous asseoir auprès d'elle, pose un instant sa main sur les l'autre, et puis, l'instant d'aberresse, vous renvoie, pour donner la place à quelques jeunes hommes maladifs. Ces jeunes gens, elle les accueillit chez elle même dans des mois, les profs grosses et solides, mettent-leur la faiblesse pour l'amour du sexe fort. Elle évoque hardiment, ce que le bruyant seul, et une Anglaise qui commande à des paysans a tendance à devenir dominatrice. Quoi qu'il en soit, il n'est pas question de douter de sa force de caractère. De nombreux portraits montraient son visage de Cid, 1552 appendice intraitable, dans la jeunesse et la gître, et il reste le même sous les cheveux blancs. Le salon rempli d'une vie témoignait d'un grand pouvoir. Elle semblait trouver plaisir à les faire œuvre et sans gueur de cérémonie. Des groupes étaient enjoints d'aller admirer le jardin. Des jeunes gens recevaient l'ordre de passer les gâteaux. Parmi les invités se trouvait une femme maigre, réduite à rien, au visage de livre frais d'horreur, dont le bas était tirant une expression d'angoisse, cependant que les yeux vous imploraient piteusement. C'était Mrs. Meynell, l'écrivain, qui vous rendait vaguement répugnante la seule idée que des femmes écrivent. Elle étreignait un bras de son effahut œil et semblait si déplacée que c'en était pitoyable. L'ambiance n'était certes pas favorable à la chasse d'expression ni avait rien à quoi se raccrocher. La pauvre marchait avec d'un curieux petit sautillement qui, étant donné ses corps maigres et osseux, moule. En outre, dans du velours noir, avait quelque chose de grotesque. On ne doutait pas que jadis, elle est foule et les chants du Parnasse. Il est triste de s'apercevoir que des écrits, même tels que ceux de Mrs. Meynell, ont leur source dans un corps chétif, de charme, légèrement ridicule et totalement dénu de signification, vêtu avec un certain souci, pitoyable, de la mode. Mrs. Browning avait elle aussi cette allure-là, et pourtant la pauvre femme, les yeux de Sappho eussent-ils brillé en elle, qu'aurait-elle pu faire d'autre? Ces réunions mondaines sont des affaires brutales. Ou bien cela prouve-t-il Matori qu'un écrivain doit être une fournaise d'eau et sortiront ses mots, et que les cides, les timides, les convenables ne forgent jamais un mot valable? La malheureuse avait un air furtif, comme si on l'avait découverte et poursuivie jusqu'à cesser qu'elle se taire. Elle avait une fille franchement prétentieuse. Encore de l'eau mise dans son île. Appendice 5 esquisses biographiques des personnes les plus fréquemment mentionnées en Rénan, des Metlan,
1885, 1965, américaine de naissance, mais d'ascendance écossaise, avait étudié le chant d'opéra en Europe. Gravite dans le cercle bohème d'Augustus Jones et de ses disciples, en 1917, épouse le Moses Boris Onray, dont elle avait deux enfants, Anastasia et Igor. Elle fit la connaissance de Roger Free en 1925 et, quelques 18 mois plus tard, apéresse de pénibles ennuis avec son amant, un fidèle mais indigne, elle quitta ce dernier pour aller vivre avec Roger Free et ses enfants, au 48 Bernard Street VCM. Cette liaison, qui avait tout d'un manage, sauf le nom, dura jusqu'à la mort de Roger Free, en 1934. Belcleve, Arthur Clivewar, 1881-1964, critique d'art, épousa Vanessa Stephan en 1900 CD, dès lors, joue un rôle important dans la vie de W. Salon liaison avec Mary Chasson s'était terminée en 1927-1928. Il s'était installé au 50 Gordon Square, où il menait une vie indépendante, tout en continuant à partager avec sa femme et d'un camp grand la maison de Charleston qu'il observait de demeures familiales et de maisons de campagne. Ses ouvrages les plus récemment publiés étaient alors French Painting, 1927, Civilisation, en essai, 1928, et Proust, 1928. Belle Vanessa, Nessa, et Stephan, 18 794 961. Peintre, sœur aînée bien-aimée de W. Elle épousa Clive Bell en 1907. Deux fils, Julien et Moire, 1908-1937, et quant à Claudien Stephan, 1910-1996, est aînesse de ce manage, apparaisse une idylle vibratrice avec Roger Free, dont elle conserva l'amitié toute sa vie. Elle vécut et travailla, à partir de 1914 environ, avec l'artiste d'un camp grand, Angelica, leur naquit en 1918, le jour de Noël. À Londres, Duncan et Vanessa occupaient des ateliers contiguos et Nuit Fitzroy Street. BNRRELL Francis, Frankie, Frédéric Loquet, 1889-1935, critique, fils d'Augustine Pirel, avait fait ses études citéton et King's College, Cambridge. Pendant la guerre, il y avait servi dans une unité de secours Quaker en France, avec son anti David Garnett. En 1919, il s'associa avec Garnett pour fonder la librairie Birel et Garnett, située d'abord dans Taviton Street, BRS de Gordon Square, puis par la suite dans Gérard Street. On écrivait un point 14 d'ironie dans La Nation et Athenaeum, dont L.W. était le directeur littéraire. On se publia aussi de courtes biographies. Sage Gladstone paru en 1933, 41 554 Abel 10 Carrington, Dora de Houghton, 1893, 1932, peintre, invariablement appelé par son patronyme uniquement. Avant la guerre, elle avait fréquenté l'Académie Slade en compagnie de Barbara Bagenal, Dorothy Brett et Marc Gertley, qui étaient passionnément épris de les conduire au désespoir par ses tergiversations et par la découverte du culte inexplicable pour lui, qu'elle voulait aider à Lytton. En 1917, ce culte s'était traduit par un arrangement domestique à Milos, Tidmarsh, où Carrington jouait auprès de Lytton un rôle de femme de charge et d'achetesse, et Lytton a cessé de celui de génie tutélaire et d'ami compréhensif. Apparaisse la guerre, la maisonnée s'était accrue par la présence de Ralph Partridge, qui aimait Carrington et dont la force comme les qualités physiques attiraient et rassuraient en même temps Lytton. Elliot Thomas Thearn, 1888-1965, voqué auteur dramatique d'origine américaine. Apparaisse des études à Harvard et Oxford. Il entra à la Lloyd Bank, dans la City, où il y resta jusqu'en 1925, date à laquelle il fut engagé par la maison d'édition Faber et Faber. Il continua ses activités de rédacteur en chef de Criterion, revue littéraire fondée en 1922. Il devint sujet britannique en 1927 et cette même année fut recu au sein de l'église anglicane. Son manager impulsif, en 1915, avec Vivian et Wood, 1888-1947, avait été malheureux et destructeur, et en 1933 il jugea préférable de quitter sa femme.
la Hogarth Press publia son recueil poème, 1919, son poème de Wasteland, 1923, ainsi que son hommage de John Dryden, 1924, 1. Force d'Edward Morgan, 1879, 1970, romancier, fit ses études à King's College, Cambridge, et fut membre de la Cambridge Conversation Society. Son dernier roman, À Passage to India 2, avait parti en 1924 à la Hogarth Press, mais il y continuait à écrire et à publier des critiques et des nouvelles. Figure connue du public, donnant des conférences, parlant à la radio, il militait à Tyverne pour les libertés civiles et des causes libérales. Il vivait avec sa mère dans le Surrey, à Arbage-et-Amé, mais avait un pied à terre à Brunswick Square, Bloomsbury. En 1927, Forster avait fait la connaissance de Bob Buckingham, jeune policeman qui devint son plus cher ami et qui, avec May, sa femme, devait l'entourer et l'aider jusqu'à la fin de sa vie. Prix Roger Elliott, 1866-1934, critique d'art et peintre issu d'une famille de Quakers. Après des études scientifiques à King's College, Cambridge, il opta pour l'étude et la pratique de l'art et en vint avoir une influence considérable, très marquée et stimulante, tant par ses récits que par ses talents d'organisateur et ses conférences. Mais l'accueil fait à son œuvre de peinture riche de cul dans ses histoires. Il s'est livré à un scandale en faisant connaître l'art post-impressionniste au public anglais, mais n'en resta pas moins une figure bien établie et respectée du monde des égalacés de l'art, tant en Angleterre qu'en France et en Afrique. Son ouvrage Vision Knusine fut publié en 1901 par la Hogarth Press, de même que son album 12 gravures sur bois original, en 1921. Son manage, en 1896, avec le peintre Enancamp se termina tragiquement quand sa femme, atteinte d'une maladie mentale incurable, dut être internée. Il s'éprit ensuite de Vanessa Bell, d'un amour dont il ne devait jamais guérir tout à fait. Mais, pendant les 10 dernières années de sa vie, sa liaison avec Elan aurait lui permis de connaître la stabilité et le vrai bonheur auquel il aspirait. La Terre Vénarun aussi édition du Scud en 1995 dans la collection L'école des lots. À Passage to India de Pépar a pris la librairie Lyon, dans la collection Fessé à Noanes 6 secondes, sous le titre La route des Indes, en 1927. La traduction est de Charles Matron Garnett David, Aubigny, 1892. 1981, écrivain, fils unique de Fucklinter, lecteur et de couvreur de talent Edward Garnett, et de Constance, sa femme. Traductrice des classiques russes avait fait des études de botanique au Royal College of Science. Pacifiste, il y avait vécu à Charleston pendant la guerre, travaillant comme ouvrier agricole, de même que d'un camp grand. Par la suite, il s'associa avec Francis Birrell pour ouvrir une librairie à Bloomsbury, dont il se retira après le succès inattendu de son premier livre, Lady Into a Fox, 1922, ouvrage qui devait recevoir le prix Outordant en 1923, pour se consacrer davantage à ses écrits. De 1932 à 1935, il fut directeur littéraire du NSN, où il écrivait régulièrement la chronique des livres. En 1921, il avait épousé Rachel, Auray, Alice Marshall, décédée en 1940, et sœur aînée de Frances, qui devait épouser Ralph Partridge. Grand Duncan, James Corrod, 1885-1978, artiste et fils unique du Major Bart le Grand de l'armée des Indes, des frères cadets de Lady Strachey au foyer de laquelle il passa une bonne partie de son enfance et de sa jeunesse en compagnie de ses 11 cousins et cousines. Plus tard, il fit partie du groupe qui se partageait la maison du 38 Brunswick Square. OIVW et LW avaient vécu avant leur manage, à partir de 1914 environ. Il partagea sa vie et son travail avec Vanessa Bell et Angelica, leur fille, naquit en 1918. Sa réputation et son succès affirmeront peu à peu et atteignirent leur plus haut point dans les années 1930. Butch à son mari, né Barb, 1889-1977, cousine au second degré de Lytton Strachey, épousa en 1919 l'avocat et hardi des Arts Saint-John, Jacques Butchasson, 1884-1942. Depuis l'année 1914-1915, elle était la personne qui comptait le plus dans la vie de Clive.
Douée, élégante, elle menait une vie très mondaine, recevant non moins qu'elle sortait, mais avait une prédilection pour la compagnie des écrivains et des artistes. En 1927, la Hogarth Press avait publié ses fugitifs Mrs. Keats John Maynard, 1882-1946, économiste, appartenait au corps enseignant de King's College, Cambridge. En 1916, il prit le bail de la maison que l'ONBL au 46 Gordon Square et logea toute une population d'amis de passage jusqu'à son manage en 1925 avec la ballerine rue et ses Lydia Lopokova, 1892-1981, qui avait fait partie de la compagnie des ballets Diaghilev. Il loua, avec un bail de 99 ans, la ferme de Tilton, située à un demi-mile de Charleston. En 1918, il avait écrit les conséquences économiques de la paix. En janvier 1915, il avait été affecté à un poste au Trésor. De le grand chef de la trésorerie britannique à la conférence de la paix qui se tint à Paris en 1919, il donna sa démission pour protester contre les conditions imposées à l'Allemagne. En 1930, il avait publié le premier de ses ouvrages économiques, un traité sur la monnaie. On avait fait partie du conseil d'administration de l'hebdomadaire libéral de Nation, et, depuis sa fusion avec le New Statesman, faisait partie du NSCN Lehman John, 1907-1987. Put, éditeur, rédacteur, avait fait ses études à Eton et à Trinity College, Cambridge, où il s'était lié avec Julien Bell, votre mi. En point 1926, il entra avec enthousiasme à la Hogarth Press la difficulté qu'il avait à travailler avec LW ajouté à l'heure et d'une vie libre à Vienne de Sidran à s'en aller au bout de 10. HUIT moi 11 devait revenir à titre d'associé en 1928. 1. La traduction francaise de Lady parue chez Grasset en 1924 into Affiti, 1 TT 68 Jean Rossard, Cluyon doigt point S. Bussy, 1 111 milliards 111 millions 111 111 M 111 111 111.556 appendice de Bokova Lydia, 1892, 1981, ballerine russe, étudia la danse à l'école IMP Syriale de ballet, Saint-Pétersbourg. Elle épousa Ménard Gates en 1925. Elle était déjà venue à Londres avec la compagnie des ballets Diaghilev, en 1918 et 1919, et c'est Flilon qu'elle y revint en 1921 que Ménard s'est pris d'elle et la persuada de venir Gordon Square parmi ses amis. McCarthy, Charles Otto, Desmond, 1877-1952, journaliste littéraire et rédacteur, diplôme de Trinity College, Cambridge, membre de la Société des Arts avec Molly, née Mary Ward Cornish, 1882-1953, sa femme, amie de longue date des Wolfe, directeur littéraire du New Statesman de 1920 à 1927, il succéda à Sir Edmund Gosse au poste de doyen des critiques littéraires du Sunday Times et y devint pour 5 ans le rédacteur en chef du périodique et nouvellement créé, Life and Lady. McCarthy Mary, Molly, Josepha, Newar Cornish, 1882-1953, épousa Desmond McCarthy en 1906. De même que BW, elle était une niece par alliance de Darby, Lady Anne Ritchie. En 1923, elle commença à donner à La Nation et à Tenaillum une série d'articles, qui devaient paraître plus larges en volume, et connaître un certain succès, sous le titre de Habileté en Century Gilles de Mansfield Catherine, nom de plume de l'écrivain Kathleen Mansfield Beauchamp, 1888-1923, née en Nouvelle-Zélande. En 1918, elle épousa John Milton Murray, avec lequel elle vivait depuis 1912. Elle fit sans doute la connaissance des Wolves vers la fin de 1916. Sa longue nouvelle, Prélude, 1918, fut le troisième ouvrage publié par la Hogarth Press. Au cours de l'automne 1922, Catherine Mansfield, en quête d'une nouvelle approche de ses difficultés physiques et spirituelles, s'était retirée à l'Institut Gurdjieff, à Fontainebleau, où elle devait mourir tout au début de la nouvelle année. Le 7 janvier, Morel, Lady Ottoline, née Cavendish Bantinck, 1873,
1938, demi-sœur du sixtime duc de Portland, Hôtesse et protectrice des arts. Elle épousa en 1902 Philippe Morel, 1870-1943, avocat, membre du Parlement libéral, de 1906 à 1918. Durant la guerre, leur maison de campagne, Garsington Manor, Oxfordshire, avait fourni un refuge aux écrivains et artistes pacifistes. En 1927, US regagneront Londres pour s'y installer au Tigre Street. Julien, leur flux, était né en 1906. Mortimer, Charles, Raymond Bell, 1895-1980, critique et homme de lettres, diplôme de Balliol College, Oxford. VW le connaissait depuis 1923, alors qu'il avait fait son apprentissage littéraire sous l'égide de Desmond McCarthy au Dewey et FREAM Corée les Statesman. De 1935 à 1947, il fut directeur littéraire du NS et de NC passionné non informe. Grand voyageur, il est un ami proche à Ron Nicholson et compagnie Francis Virel, le micro de ce Murray John Middleton, 1889-1957, critique littéraire, prix d'acteur en chef et d'avril 1919 écrivain. Épousa Catherine Mansfield en 1918, si qu'elle a une des pnipiles au monde du journalisme d'avance. Plus VW appelait 1.1, janvier 1921, il occupa le poste de R, l'acteur en chef ici parlant d'un œuvre romanesque de admis, Prinstiel, Liu, Soujoreux et 1 traduction francaise aux éditions Stock. Appendice 1557 Nicholson Harold, 1886, 1968, diplomate centimes auteur, fils du premier baron de Camoc, épousa Victa Saville-Ouest en 1913. En 1925, il fut en poste à l'ambassade de Grande-Bretagne et Téhéran, et en 1927 fut transféré à Berlin. Ses publications jusqu'à cette période du journal de VW comprennent Paul Verlaine, 1921, et Denison, 1923. Ryland Georges Preldorf Herstant, Daddy, né en 1902, était passé par Eton et Cambridge. En 1924, il entra à la Hogarth Press au titre d'apprenti gérant, espérant pouvoir mener de front son travail et la rédaction du mémoire qui devait lui permettre d'enseigner, mais il dut renoncer à son poste à la FM de l'année. En 1927, il retourna à Cambridge et fut nommé professeur à King's College, et ce fut là qu'il s'enracina, mettant ses diverses capacités en service du collège et de l'université. Entre autres choses, maître de conférences en Ligne 6, la nature anglaise, il s'intéressa tout particulièrement au théâtre et on lui fut redevable de bien des représentations théâtrales. À Cambridge, il constituait un des points d'attraction de VW, qui s'inspira de son hospitalité pour l'extravagant déjeuner qui prend place dans la Charles-Brassois. Sassy-Ville Victoria, Vita, Mary, 1892-1962, poète romancière, fille unique du troisième baron Saville-Ouest. À la mort de son père en 1928, elle s'était vue, en raison de son sexe, refuser tout droit sur les propriétés familiales et la demeure seigneuriale de Knoll, à laquelle elle était attachée. En 1913, elle avait épousé le diplomate Harold Nicholson et leur manage, malgré des tendances sexuelles divergentes, était cimente par un grand amour durable et la naissance de leurs enfants. Elle préférait conserver son propre nom et rester en Angleterre lorsque son nom en était en poste à l'étranger. Sa liaison amoureuse avec VW avait donné naissance à Orlando en 1928 et évoluait désormais vers une simple amitié, plus calme. En 1930, Vita et Harold avaient acheté le manoir en ruine de Sissinghurst, dans le camp, et consacraient leur temps et leurs ressources à redonner vie à ces vieilles pierres et au jardin. Smith, permet-elle, 1858-1944, compositeur, auteur et féministe. Elle étudia la musique à Leipzig et, fille d'un général d'armée, s'y était mise énergiquement afin que l'on exécute ses propres compositions et pour la défense des droits de la femme. La lecture de Hitchambras enflamma du plaisir de connaître l'auteur, ce qu'elle fit en 1930 et, par la suite, en a son ago, sa surdite, elle fut une des amies intimes de VW les plus dévouées, exigeantes et irrésistibles.
Leur amitié donna lieu à une correspondance prolifique entre Q et Tel Smith habitait Coigne, non loin de Woking, avec une domestique et un sédan, mais savait imposer ses visites. Elle publia plusieurs volumes de souvenirs, qu'elle rédige annonçant rechercher continuellement l'aide et les conseils de V.W. Stefan Adrien Leslie, 1883, 1948, et frère cadet DEVW, avec lequel elle avait vécu, mais non pas en grand et harmonie. Au 29 Fitzroy Square, après, laisse le manage de Vanessa, en 1907, et puis en 1911 et jusqu'au propre manage de VW, au 38 Brunswick Square. Apparaissent avoir fréquenté Trinity College, Cambridge, de 1902 à 1905. Il fit des études de droit et n'éditera son profession ni vocation pendant plusieurs années encore. En 1914, il épousa Karine Costello et, 5 ans plus tard, entama en même temps qu'elle des études de médecine, dans l'intention de se rétablir ensemble comme psychanalyste 1558 appendice. Stefan Karine Elisabeth Cohn, née Costello, 1, 889, 1953, avait fait des études de philosophie à Dignam College, Cambridge, en 1914-1915. Elle occupa un poste de recherche. En 1914, elle épousa Adrien Stefan, avec lequel, en 1919, elle commença des études de médecine. Elle était une belle fille de Bernard Berenson, de même qu'une nièce de Logan Pearsall Smith et d'Ali Russell, première femme de Bertrand Russell. Rachel, sa sœur, avait épousé Olivier Strachey. Strachey James Beaumont, 1887-1967, psychanalyste, le plus jeune des 10 enfants de sœur Richard et Lady Strachey et le frère le plus proche de Lytton, qu'il suivit à Trinity College, Cambridge. Il y épousa, en 1920, Alix Serge Lawrence, 1892-1973, et tous deux se rendirent à Vienne afin d'y recevoir l'enseignement de Freud. Et par entremise de James Strachey que la Hogarth Press en a publié les Annales de l'International Psychoanalytical Library. Il devint le principal traducteur anglais des publications de Freud et, pour finir, de reddition standard des œuvres complètes de psychanalyse que publia la Hogarth Press. James et Alix Strachey vivaient au 41 Gordon Square, Bloomsbury. Strachey, Gilles, Lytton, 1880-1932, critique et biographe, condisciple et annales de Toby Stefan, de Clipel et de L.W. à Trinity College, Cambridge, de même que L.W., il fit partie de la Société des Apôtres. Apparaisse la mort du frère de V.W., il lui devint un ami intime de celle-ci et caressa un instant ridé de l'épouser. Son livre, Émile Victorian, paru en 1918. Homosexuel, il y partageait depuis 1927 une demeure avec sa grande admiratrice, Dora Carrington et, apparaisse le manage de celle-ci avec Ralph Partridge, US s'installeront tous trois à Hamspray pour y mener une vie étroitement interdépendante. Fondée sur une fidelité sentimentale, sinon sexuelle. Les principaux ouvrages publiés par Lytton Strachey sont La Quête Victoria, Elizabeth et Essex, et le dernier fit un recueil de ses intitulés Portraits en miniature. Sidney Turner Saxon, 1880-1962, fut un condisciple et un ami intime de Toby Stefan, L.W. Lytton Strachey à Trinity College, Cambridge, où il fit de brillantes études classiques et appartint à la Société des Autres. Passionne toute sa vie d'opéra, et en particulier de Wagner. Il y avait accompagné V.W. et son frère Adrien à Bayreuth en 1909. À sa sortie de Cambridge, il était entré dans le corps des fonctionnaires et, à cette période du journal de V.W., avait un poste autre sort, où il devait rester jusqu'à sa retraite. Dans le premier volume de son autobiographie LW 103 à 108 et 114 à 119, LW décrit sa personnalité bizarre et ses originalités. Il y inspira à VW un essai, One of Our Vêtements, un de nos grands zones, MPH Sussex MH adresse C. Waterloo Sydney, Philippe Rigal, 1878, 1944, fit ses études à Eton et à Trinity College, Cambridge. En 1920, il entra au service diplomatique et fut en poste à Washington. En 1905, il donna sa démission. Mais quand la guerre éclata, il y fut de grade 6 en 1,91 R,
Nouveau affecté aux affaires étrangères à titre temporaire, puis Mira Pérez avoir assiste à la conférence de la paix, a Paris pris sa retraite en 1939, qu'il était en poste à VW avait essayé à exercer sa connaissance par un entremise de Cliffel, probablement en 1910. En 191, après le chèque de son premier mariage, il fit sa demande à VW qui la repoussa. En point 1, il épousa Marjorie Carr.